Rebonsoir et vraiment merci d'être restés. Je vous propose qu'on aborde les tumeurs cérébrales avec Frédéric Dermain et avec Sarah Dumont. Et Sarah, je te donne tout de suite la parole. Alors on va parler de l'actualité en neuro-oncologie et pour une fois, on a des études positives à présenter. Donc ça va faire plaisir à Karim, ça nous fait tous très plaisir. Donc d'abord la voie de signalisation de NTRK qui est source d'engouement dans toutes les tumeurs. On sait que c'est une fusion qui est observée chez 1% des tumeurs cérébrales et probablement enrichie dans les tumeurs cérébrales autour de 2%. Et ce qu'on a su précédemment, c'est que les inhibiteurs de NTRK, l'arotrectinib, passent la barrière hémato-encéphalique avec des taux de réponse tout à fait magnifiques sur les métastases de cancer avec fusion de NTRK, avec une PFS de 36 mois. Alors, en ce qui concerne les tumeurs cérébrales, on a surtout des données pédiatriques. Et ce qui a été présenté cette fois-ci, c'est la compilation des patients porteurs de tumeurs cérébrales primitives, inclus dans des essais Basket, Navigate et Scout. Et donc, on se retrouve avec 33 patients, avec des données donc vraiment ciblées sur les tumeurs cérébrales. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que parmi ceux-là, on a quand même beaucoup de patients pédiatriques. L'âge médian est autour de 9 ans. Finalement, sur les 33 patients, il y avait 7 adultes. C'est surtout des tumeurs de haut grade, d'une façon générale, et surtout des fusions de NTRK2. En termes de PFS et d'OS, on se retrouve avec une OS qui n'est pas calculable, puisque finalement encore trop immature, ce qui est plutôt bon signe, et une PFS à 18 mois, ce qui est tout à fait correct. En termes de taux de réponse, on est à 30% de taux de réponse, ce qui n'est pas non plus extraordinaire comme ce qu'on peut voir dans les métastases quand même, mais qui est bien par rapport à ce qu'on a dans les thérapies classiques des tumeurs cérébrales. Et le taux de contrôle à 24 semaines est à 73 avec des contrôles prolongés, comme on peut voir avec les anti-NTRK. Difficile de faire sens de est-ce que c'est plus les tumeurs pédiatriques, est-ce que c'est plus les tumeurs adultes qui répondent, est-ce que c'est plus les hauts grades ou quoi. C'est difficile avec si peu de data. Alors, l'autre essai qui a été présenté, il s'agit d'une entité assez rare qui tombe rarement dans les mains des oncologues médicaux, et tant mieux, c'est le craniopharyngiome. C'est une entité qui peut être soit surveillée, soit traitée par chirurgie ou radiothérapie, mais lorsqu'il faut faire un traitement systémique, parce que ces deux options n'ont pas été efficaces, il n'y a pas de chimiothérapie validée. Alors, il y a deux types histologiques de craniopharyngiome. Eh bien, le craniopharyngiome papillaire est BRAF muté dans l'énorme majorité des cas, et on observe que la double inhibition anti-BRAF, anti-MEK, avec cette étude de vemurafenib plus cobimetinib, donne des taux de réponse spectaculaires et magnifiques. On se retrouve avec, on est très sur des maladies extrêmement rares, donc on a uniquement 15 patients évaluables, mais 14 patients sur 15 répondent au traitement, ce qui est très beau. On a une idée de la durée de réponse ? Pas encore, non, c'est vraiment trop immature. Mais dans les expériences de nos collègues, on a l'impression d'avoir un contrôle prolongé. Il y a cette étude, donc INSIGHT, qui est une étude assez maligne dans son design, qui propose en fait une méthode statistique bayésienne, c'est-à-dire avec des règles de stop and go bien définies, ce qui a pour but en fait d'épargner un maximum de patients, c'est-à-dire de faire un minimum de patients nécessaires dans le bras contrôle pour que chaque patient puisse bénéficier d'une thérapie novatrice. Il s'agit d'une étude dans le glioblastome en première ligne, et notamment dans le glioblastome MGMT non méthylé, pour lequel on n'est pas tout à fait sûr de la pertinence de faire du T-modal, qui normalement répond beaucoup moins bien chez les patients MGMT non méthylés. Donc ça a tout son sens, cette étude-là. Et donc on a 3 bras expérimentaux dont 2 bras ont été testés. Un premier bras expérimental avec l'abemaciclib, un anti-CDK4, CDK6. Il y a eu beaucoup d'abstracts sur les inhibiteurs de cycle à cet ASCO dans les tumeurs cérébrales. Et puis un autre bras avec un anti-mTOR DNAPK. Et donc, ce qu'on peut vous dire assez rapidement, c'est que l'abemaciclib est positif en PFS, qui était le critère de jugement principal. Mais par contre, si on y regarde, donc statistiquement, c'est positif, mais si on regarde de plus près, le delta, il est de quelques semaines. Donc ça reste très modeste, mais on a quand même un petit signal, quoi. Et on a aussi donc l'étude de l'anti-mTOR qui lui est trop toxique et peu efficace.
Enfin, il y a une étude quand même négative, on n'a pas que des études positives. On a la grande étude ERTC de phase 3 du marizomib, qui est un inhibiteur de protéasome testé avec la radiochimiothérapie concomitante. On se retrouve avec une étude qu'on a arrêtée pour futilité à l'analyse intermédiaire et qui a des toxicités en termes d'hallucinations et des toxicités psychiatriques assez étonnantes. Et enfin, on a une étude d'olaparib dans le gliomyde DH muté qui, elle aussi, s'avère négative. Le critère était la PFS à 6 mois, qui est de 31%, qui n'est pas suffisamment élevé par rapport aux autres thérapies standards. Donc, on ne retiendra pas dans cette entité. Alors, il y a peut-être un petit mot à ajouter. C'est quand même intéressant de voir à quel point, si on peut revenir en arrière... Voilà. Si on veut venir en arrière, à quel point, dès qu'on parle du glioblastome pur et dur, c'est-à-dire l'IDH wild type, qui n'est pas enrichi, sur lequel on n'a pas de drogue ciblée efficace, c'est le moins qu'on puisse dire jusqu'à présent, on a été assez rapidement dans l'idée qu'on était à la fois peu efficace et très toxique. On l'a vécu avec nos patients. Donc on reste quand même à un gros bémol sur l'essentiel de nos tumeurs cérébrales primitives, de nos gliomes au quotidien, et qui sont toujours qui ont une grande marge de progrès à ce niveau-là. Je crois que c'est un élément très important. Enrichir, oui, et par contre, essayer de trouver une autre voie d'attaque pour les gliomes tout-terrain, j'allais dire les plus agressifs, c'est quand même un élément très important. Et un petit peu dans cet esprit-là, ceci reflète d'ailleurs nos limites. On revient aux patients, et c'est les 2 dernières diapos. On considère évidemment, ça devient maintenant une évidence, que le patient est certainement le mieux placé pour évaluer sa propre qualité de vie, et il a été développé de nouveaux outils digitaux. Avant les outils digitaux, on a commencé à se mettre tous ensemble pour définir les critères, les principaux critères de jugement qui permettaient de pouvoir évaluer cette qualité de vie autrement que par des questions qui sont très subjectives en réalité, le patient étant son meilleur juge. Et au final, entre 2018 et 2020, il y a une sorte de consensus tout à fait international qui a permis de définir ces items comme les items principaux. Dans les items principaux, finalement, c'est un petit peu le bon sens. On a 4 gros items. La cognition, on est d'accord avec toutes les batteries de tests, mais maintenant, c'est surtout le patient qui va lui-même émettre son évaluation de sa cognition. Le niveau de fatigue, évidemment. L'activité physique et surtout un item qui est un peu ressorti, c'est le sommeil. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien finement évalué dans nos qualités de vie. Or, on le sait, le sommeil est une composante essentielle de notre qualité de vie. Et ça, c'est un élément intéressant. À ce prix-là, avec ces 4 grands items directeurs, eh bien, il a été développé. Et donc, ce sera pour les prochaines études qualité de vie, très probablement des outils développés qui seront très tendance et qui sont le patient connecté. On va évaluer son rythme cardiaque, le nombre d'heures de sommeil, le nombre de pas. On va lui envoyer des questionnaires sur son smartphone. Il sera très, très, très interactif. Il sera au cœur même de l'évaluation de sa qualité de vie. Voilà. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a des questions sur ces bonnes nouvelles dans les tumeurs cérébrales? Enfin. Sinon, moi j'ai peut-être une question Allez. pour Frédéric. Il y avait une session oncoradiothérapie et je m'attendais à avoir quand même quelques commentaires dessus et tu as préféré pas en faire. Du coup, je me posais la question de... En 1 minute, c'est simple. Les Américains réinventent la roue, puisqu'il y a une étude toujours en cours internationale, escalade de dose dans les glioblastomes en première ligne, 60 grès versus beaucoup plus, 70 ou 75 grès, qui est en cours, qui a inclus plus de 120 patients, et dont on attend les résultats finaux d'ailleurs, et qui est guidée par la spectroscopie MR. Et bien, dans cette présentation, il y a une présentation ASCO cette année, qui reprend tout, c'est-à-dire qui dit, on fait la même chose, mais en phase 1, et puis on va bien voir. Donc ça prouve, si tu veux, le fait qu'on est vraiment au bout du bout des escalades de doses dans ce type de tumeur, et qu'on a beau utiliser tous les outils les plus extraordinaires, mais non invasifs, je pense qu'il faut attaquer autrement. Super. Dernière option pour des questions sur les tumeurs cérébrales. C'est bon? Alors, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques minutes pour les anticancéreux en phase précoce. À tout de suite.